Alors, re-bienvenue à toutes et tous, troisième partie de notre vidéo sur les back-end workflows dans Bubble. On a vu les recurring workflows, on a vu les custom events, et maintenant on utilise les API workflows. Alors, il y a peut-être moins besoin de les présenter, ceux-là, parce qu'en vrai, c'est ceux qu'on utilise le plus. Ça, en fait, il y a les gens qui utilisent pas du tout de back-end workflows, ce qui est mal, et dans les personnes qui utilisent les back-end workflows, la plupart n'utilisent quasiment que les API workflows. Ce qui est dommage parce qu'il y a d'autres types qu'on a vu avant et il en reste un, on verra après. Mais les API workflows restent hyper importants, clairement, pour bien structurer son app. Ils peuvent faire des choses assez incroyables, honnêtement, qui sont vraiment précieux dans toute la logique de l'application. Mais il est surtout extrêmement important de bien comprendre comment il fonctionne, parce que ça aide à ne pas faire n'importe quoi. J'ai déjà vu un certain nombre de choses et j'ai déjà fait aussi un certain nombre d'erreurs liées à une mauvaise compréhension de concrètement ce qu'est un API Workflow. Donc déjà, un API Workflow, ça sert à quoi? Un API Workflow, ça sert ça permet au back-end de communiquer avec l'extérieur. Déjà, donc l'extérieur, ça peut être le front, c'est un extérieur pas trop lointain parce que tout ça c'est géré dans Bubble. Donc depuis le front, on peut appeler des back-end workflows. Ce n'est pas le cas des autres types de workflows, peut-être pour les recurring events, je ne sais plus exactement, mais comme je disais, c'est pas très utilisé. Et ça permet aussi de communiquer avec d'autres applications, avec Make, Zapier, N8N, avec une autre de vos applications Bubble, avec une autre application développée ailleurs, etc. C'est pour ça qu'on les appelle des API workflows. C'est parce qu'ils ont ce statut un peu hybride, où ce sont à la fois des fonctions, des workflows, et en même temps des calls API. C'est-à-dire que là, mon API workflow, à partir du moment où je coche la case Expose as a public API workflow, ça va devenir un endpoint API, une URL visible de l'extérieur et qu'on pourra appeler de l'extérieur. Donc on peut définir un tas d'options ici pour gérer un peu ce comportement, mais c'est hyper important pour comprendre un peu comment ça fonctionne et en quoi ça peut être utile. Sachant que si on veut lui appeler uniquement au sein de l'application Bubble, y compris du front, il n'y a pas besoin de cocher cette case. Donc par défaut, cette case doit être décochée. C'est dommage parce que Bubble nous la coche par défaut. Et on ne la coche que si on se dit « ça, je voudrais l'utiliser depuis l'extérieur ». Les API Workflows, ça sert aussi pour faire des boucles. Il n'y a pas beaucoup de manières de faire des boucles dans Bubble, il y en a quelques-unes. Et la plus simple et la plus efficace, c'est d'utiliser des API Workflows récursifs. On verra juste après concrètement comment on le fait. Pour la logique réutilisable, il vaut mieux, dans le cas général, utiliser les custom events, quitte à se dire, dans mon API Workflow, j'appelle toujours le même custom event. Mais si éventuellement on se dit voilà, telle logique réutilisable, je l'appellerai toujours depuis le front et uniquement depuis le front, à ce moment-là, on peut se dire, j'en fais juste un API workflow et pas besoin de dédoubler en faisant un custom event. Donc voilà déjà à quoi ça sert. Concrètement, comment ça marche? Quelles sont les spécificités de l'API workflow? Alors déjà, avant d'entrer dans le détail, il faut comprendre que les API workflow, ils sont très versatiles, ils peuvent faire énormément de choses différentes, et en plus de ça, ils changent de comportement selon le contexte. C'est pas forcément hyper évident et intuitif, mais selon comment on les appelle, ils vont pas du tout se comporter de la même manière. Donc dans le cas général, un API workflow, c'est asynchrone, contrairement aux custom events qui sont synchrones. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, quand dans un workflow, peu importe, ça peut être du front, ça peut être du back, peu importe le type, dans un workflow, j'enchaîne un certain nombre d'actions. Si je déclenche un API workflow en 5e action, et que cette action ne prend pas du tout, ne s'appuie pas sur les résultats des actions précédentes, en fait, cet API workflow sera déclenché dès que possible, c'est-à-dire en tout début. Donc votre action que vous avez mise en 5e position, elle sera déclenchée en réalité en 1re position. Pourquoi? Personne ne le sait, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est important déjà de l'avoir à l'esprit. C'est pour ça que quand vous voulez qu'une action se déclenche forcément après une autre, il vaut mieux mettre une condition ou prendre un paramètre qui vient justement de l'étape précédente. Et comme ça, on peut se dire,
Si le résultat du step 4 n'est pas vide, alors on va déclencher ce workflow, et à ce moment-là, il va bien se déclencher en 5e position, puisqu'on a fait référence à la 4e action. Le fait qu'il soit asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il vit sa vie dans son coin. On ne sait pas quand il se termine, on ne sait pas ce qu'il en ressort. C'est vraiment, je dis: «Vas-y, déclenche-moi cet API workflow», et c'est tout, et le reste, en fait, je ne le maîtrise pas. Donc un API workflow, c'est vraiment une boîte noire. Quand vous mettez schedule un API workflow au sein d'un workflow, c'est vraiment une boîte noire. Vous dites à Bubble: «Vas-y, déclenche ce truc», mais vous n'avez absolument aucun contrôle, pour l'essentiel, dessus. Et l'API workflow, donc cas général, ne renvoie pas de résultats non plus, contrairement aux custom events. Alors concrètement, cette histoire de asynchrone, de boîte noire, etc., qu'est-ce que ça signifie? Comment ça marche vraiment techniquement? En gros, quand vous faites, quand vous utilisez l'action schedule an API workflow, ça va venir remplir une file d'attente. Bubble a une file d'attente, et vous mettez un workflow avec tel paramètre en entrée dans la file d'attente. Vous dites à tel moment, je veux déclencher tel workflow avec tel paramètre. Sauf que votre file d'attente, elle est dans votre application. Elle n'a rien à voir avec votre workflow de départ. Et au moment où Bubble va venir, il vérifie hyper fréquemment, toutes les secondes ou quelque chose comme ça, cette file d'attente, il va dire: «Ah, c'est maintenant qu'il faut le déclencher». En fait, on aura perdu tout lien avec le workflow d'origine. Donc c'est pour ça que vraiment c'est une boîte noire, c'est-à-dire que vous dites: «Allez, vas-y, va dans la file d'attente», et le reste, j'ai pas de maîtrise dessus. Et ça, même si on dit schedule an API workflow maintenant, current datetime, et ben en fait, ça ira quand même dans la file d'attente, et ce sera tout de suite déplié de la file d'attente, mais ça marche quand même comme ça, donc vous n'avez pas de contrôle dessus. Donc voilà, c'est important de le garder à l'esprit, parce que vous pouvez pas dire schedule an API workflow et derrière make change to a thing qui prend en compte des résultats de l'API workflow, parce que c'est pas du tout sûr que l'API workflow est fini de tourner à ce moment-là. Si vous voulez être sûr que tout soit fini, utilisez un custom event, c'est à ça que ça sert. Donc ça, c'est le comportement de base des API workflow, quand on les appelle depuis Bubble. En revanche, quand on appelle un API workflow depuis l'extérieur, c'est-à-dire on dit expose as a public API workflow, donc à partir de ce moment-là, cet endpoint test, il sera exposé vers l'extérieur et il deviendra synchrone. C'est-à-dire qu'il est déclenché vraiment quand on l'appelle, et il peut renvoyer un résultat. C'est-à-dire que là, j'ai une action return data from API, où je peux dire voilà ce que je renvoie, voilà sous quelle forme je le renvoie, etc. Mais cette action est utilisée uniquement si on appelle cet API workflow depuis l'extérieur, et pas si on fait schedule API workflow. C'est extrêmement étrange, c'est tout sauf intuitif, mais comprendre vraiment ce fonctionnement avec les problèmes que ça pose, mais aussi les opportunités que ça présente, c'est essentiel pour savoir maîtriser, on va dire, tous les aspects de son application Bubble. Et concrètement, ce qui manque à Bubble pour gérer ça proprement, c'est, en plus de l'action schedule an API workflow qui envoie dans la liste d'attente, c'est une action trigger an API workflow qui dit en fait, je veux déclencher cet API workflow de manière synchrone, comme si je l'appelais depuis l'extérieur. Sauf que, évidemment, ça n'existe pas. Donc, pour faire ça, on peut le faire quand même, mais il faut passer par l'API connector. Donc, le plugin API connector, ici, vous pouvez ajouter donc une nouvelle API qui, en fait, sera l'application Bubble elle-même. Vous mettez toutes les informations, les shared headers avec la clé API, etc. Et ensuite, là, vous allez définir l'adresse de votre endpoint API, les paramètres, vous allez initialiser, etc. Ce qui fait que vous allez passer par l'extérieur, par l'API,
pour appeler votre propre API Workflow au sein de Bubble. Donc concrètement, Bubble s'appelle lui-même en passant par l'API plutôt qu'en passant par la voie prévue à l'intérieur au sein même de Bubble. Ça peut paraître bizarre, sauf que c'est la seule manière en fait d'avoir un comportement synchrone sur les API Workflow, et ça va notamment être très utile si on veut se dire j'ai un workflow qui tourne sur le back-end, mais je veux l'appeler depuis le front-end et je veux retirer des résultats. Par exemple, pour des workflows assez avancés d'authentification, on se dit ce workflow d'authentification, il faut que je le fasse tourner sur le back-end, parce que dans le front-end, il peut y avoir des risques que des informations que je ne veux pas exposer soient exposées, ou que des users puissent modifier certains paramètres. Dans le back-end, je maîtrise absolument tout. Mais en revanche, il faut que je renvoie quelque chose. À la fin de mon workflow d'authentification, il faut que je renvoie un token, un booléen disant c'est bon, tu as le droit, ou quelque chose qui dit que ok, c'est bon, c'est fini, et maintenant tu as les infos. Et pour le faire, il va forcément falloir passer par un API call pour passer par l'extérieur. Et Xavier, effectivement, nous dit que Xano, c'est le contraire, mais pour faire de l'asynchrone. C'est vrai que c'est une grosse différence entre Bubble et Xano, c'est que Xano est synchrone par défaut, Bubble est asynchrone par défaut, et honnêtement, être l'un ou l'autre par défaut, ça me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est la difficulté pour passer dans l'autre mode de fonctionnement, alors que c'est vraiment la base pourtant. Et donc là, si on va voir un exemple concrètement, ici, j'ai un workflow d'authentification. C'est sur la base d'un JSON Web Token. Donc un petit coucou à Xavier et Claire qui avait... Enfin, qui m'avait soutenu moralement quand je bossais là-dessus, quand on était à la No Code Week à Cologne. Donc on part d'un JSON Web Token, on récupère des infos, etc. Enfin, peu importe exactement comment ça fonctionne, mais l'idée c'est que toutes les infos d'authentification, les vérifications, l'extraction de données, etc., elles sont effectuées en back-end, et c'est mon return data from API qui va renvoyer les données au front. Alors là, s'il y a un problème, si en décryptant le JSON Web Token, on dit attention, ce token n'est pas valide, à ce moment-là, on renvoie tout de suite l'info que hey, c'est bon, on s'arrête là. Sinon, on va renvoyer, je sais plus, enfin là, c'est un autre message d'erreur, et puis là, on va renvoyer directement un token. Donc voilà, on découpe comme ça ce workflow, mais l'idée, c'est que là, j'avais besoin de le déclencher depuis le front. Forcément, c'est une authentification utilisateur, c'est depuis le front qu'on le déclenche. Forcément, j'ai besoin de renvoyer quelque chose, et forcément, j'ai besoin de passer par le back-end. Donc là, en fait, j'ai pas 36 solutions. C'est utiliser les API connectors pour ça. Et les deux dernières spécificités de ces API Workflow qui sont loin d'être anecdotiques, c'est que ces API Workflow sont récursifs. Ce sont les seuls types de workflow récursifs dans Bubble. Les custom events ne sont pas récursifs, ni en back, ni en front. Les autres non plus. Il n'y a que les API Workflow qui sont récursifs. Alors récursif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut s'appeler lui-même. À quoi ça sert de s'appeler soi-même? Alors quand on n'a pas forcément de bagage en développement, ça peut paraître assez étrange comme concept, mais c'est beaucoup utilisé pour de l'itération. La récursivité, comment ça va fonctionner? Imaginons que j'ai, je sais pas, une ligne de M&M's devant moi, et que je veux les manger un par un. Si je fais ça de manière récursive, je vais dire, je veux commencer au premier M&M's. Et je donne la liste complète des M&M's. L'action, c'est manger le M&M's. Et la deuxième action, c'est recommencer à partir du deuxième M&M's. Et en fait, on a deux des critères essentiels pour une récursion. Il manque le dernier. Le dernier, c'est la condition d'arrêt. C'est-à-dire qu'on ne commence au deuxième M&M's que s'il y a effectivement un deuxième M&M's, si on n'est pas au dernier M&M's. Et en fait, c'est exactement ça. Ma fonction, c'est manger un M&M's et passer à la suite.
c'est le nom de ma fonction. L'action, c'est manger un M&M's, première action. Deuxième action, passer à la suite. Donc j'appelle à nouveau cette fonction-là. La seule chose que je vais changer, c'est que je vais dire, bah, j'enlève le premier M&M's que j'ai déjà mangé, je commence du deuxième. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Ça paraît extrêmement compliqué, et ça l'est. Mais on est obligé de faire ça parce que Bubble ne gère pas de boucles. Les boucles for, les boucles while, les boucles for each, etc., ce sont des choses qui sont très très basiques en code. C'est vraiment un des premiers trucs que tu apprends, ça et les variables. Mais Bubble ne sait toujours pas le faire. Ça fait longtemps qu'ils disent oui, oui, ça va venir, on travaille dessus. Toujours pas de nouvelles. Ils ont préféré sortir le mobile et l'IA plutôt que ça. Donc on continue à faire avec les outils qu'on a sous la main. Et donc, pour pallier le fait qu'on n'a pas de boucle, on est obligé de faire soit de la récursivité, soit d'autres outils. Donc, c'était le. Je vais y revenir juste après sur le schedule analyst parce que, en fait, il y a des fois ça marche très bien et d'autres fois, effectivement, comme tu le dis, c'est pas forcément adapté. Donc, je détaillerai plus tout ça plus tard. Effectivement, il y a le schedule analyst qui existe aussi. Claire dit, c'est typiquement le truc qui finit mal le récursif. Alors, effectivement, le récursif, quand on s'y prend mal, ça fait une boucle infinie, et les boucles infinies, surtout quand on est facturé au workload unit, ça peut faire mal au porte-monnaie. Déjà, première chose, quand vous avez une boucle infinie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans log, scheduler, post tasks. Là, vous faites show, vous voyez tous les workflows qui sont en route. Vous annulez ceux que vous voulez annuler, et ensuite, vous pouvez faire resume tasks. Ça, c'est comment on gère et on arrête une boucle infinie dans Bubble. Après, comment éviter la boucle infinie? Dans une récursion, donc je l'ai dit un peu dans mon exemple, mais je vais l'expliciter et le clarifier. Il y a besoin, pour une récursion qui marche, il y a besoin de 3 éléments. 1, on initialise. On a besoin de paramètres pour commencer. Si je donne jamais la liste de départ, la liste de mes M&M's, ça va pas marcher. En général, ça, la manière dont Bubble est faite, c'est un truc qu'on va à peu près jamais oublier. Dans d'autres cas de figure, ça peut être, enfin quand on code, ça peut venir beaucoup plus souvent, mais dans Bubble, j'ai jamais trop vu ce problème-là. Le deuxième point, en fait, c'est les points 2 et 3 qui posent problème le plus souvent. Le deuxième point, c'est d'itérer. C'est-à-dire que une fois que j'ai mangé mon premier M&M's, je passe à la suite. Passer à la suite, ça veut dire je commence au deuxième M&M's. Je repars pas de ma liste complète. Sinon, je vais en boucle essayer de manger le premier M&M's qui est parti depuis longtemps. Et dans Bubble, ça fait que je fais en boucle la même action, parce que je n'itère pas. Le troisième point à ne pas oublier, et c'est peut-être celui qu'on oublie le plus, c'est la condition de fin. À quel moment on s'arrête? Concrètement, on s'arrête quand on en est au dernier M&M's, quand le deuxième M&M's de la liste est vide. Et ça, donc c'est la condition d'arrêt. Donc, si quand vous créez votre action, vous vérifiez bien que vous avez initialisation, itération, condition d'arrêt, il n'y a pas vraiment de risque de liste récursive, mais juste ayez ce réflexe de je crée un workflow récursif, je vais vérifier ces 3 points systématiquement. Et évidemment, je les teste et j'observe si ça ne crée pas une boucle infinie, etc. Que je puisse le corriger tout de suite, quoi. Le test est évidemment indispensable. On va faire juste après un exemple de boucle récursive, hein, parce que c'est un point. Enfin, c'est une compétence essentielle en Bubble. La dernière spécificité des API Workflow, c'est qu'ils peuvent être déclenchés depuis l'éditeur via un bulk. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais dans Data, App Data, je vais sur une table, j'ai un bulk. Et là, dans bulk, j'ai pas. Je vais créer vite fait un workflow qui pourra faire l'affaire. API Workflow, je sais pas. Update Tool. Ça se fait sur un outil.
Et en fait, à partir du moment où vous avez un workflow qui prend un seul paramètre, qui est un data type, dans ce cas, dans Bulk, vous allez voir ce workflow apparaître. Et concrètement, en faisant run workflow, vous allez faire tourner ce workflow sur la totalité des records de la vue en cours. Je précise, pour celles et ceux qui ne le savent pas, parce que c'est un peu caché, on peut créer des vues dans Bubble. On fait new view et on dit voilà comment elle s'appelle, quel type of thing je veux, quel champ je veux afficher et quelles contraintes je veux, quel filtre je veux appliquer. Et ce bulk ira tourner sur la totalité des records de la vue en cours. Donc voilà, c'est hyper utile pour faire de la maintenance. Là, par exemple, je vous parlais de ce que j'avais fait pour un client. On passe de ces booléens un peu dans tous les sens à un statut clair et net. Bah ça, c'est quelque chose que je fais via le bulk. Je crée mon API Workflow qui met au propre mes records, et en pratique, ils sont... Voilà, mon API Workflow, il fait beaucoup de choses parce que c'était vraiment pas propre du tout, à plein d'égards. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est je déploie, je vais sur AppData, je fais un bulk où je fais tourner ce truc, et au bout de quelques minutes, ma base de données sera propre, parce que je sais que j'aurais bien fait tourner ça sur tous mes records. Donc ça, le bulk pour de la maintenance de données, pour assurer des transitions, des changements de modèle de données, etc., c'est hyper utile. Donc c'est vraiment un outil de développement. Généralement, ce qu'on fait en bulk, c'est une fonction qu'on crée parce qu'on a fait un changement dans la structure de la base de données. On l'a fait tourner pour avoir les données qui reflètent ce changement de structure, et après on la supprime et fin de l'histoire. Si vous devez faire tourner votre workflow en bulk toutes les semaines, c'est probablement qu'il faudrait faire autrement, vous n'utilisez pas le bon outil. Donc voilà pour les spécificités de ces API Workflow qui sont de très loin les back-end workflows les plus difficiles à cerner, déjà parce qu'en fait, selon comment on les utilise, ils se comportent pas du tout de la même manière. Synchrone, asynchrone, on fait difficilement plus opposé comme comportement. Donc voilà, c'est pas forcément évident de comprendre tous les tenants et aboutissants de tout ça, mais avec la pratique, on s'y fait, on comprend petit à petit. Juste un point que je n'ai pas abordé. Donc ça, on va virer. C'est que quand on fait un schedule API workflow, peu importe, derrière, je peux changer, bon, peu importe, je prends les trucs au hasard, mais en fait, je peux utiliser le résultat de l'étape précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon schedule API workflow, je disais tout à l'heure, il renvoie rien, c'est pas tout à fait vrai. Il renvoie une chose, c'est l'identifiant dans la file d'attente. Vous vous souvenez, schedule API workflow, on envoie dans la file d'attente un workflow en disant je vais faire tourner tel workflow à tel moment avec tel paramètre. Et ben, cet élément dans la file d'attente, il a un identifiant. Cet identifiant, c'est ça qui est renvoyé. Donc, quand vous faites schedule now, current date time, ça ne sert strictement à rien, cet ID, parce qu'en fait, il va être caduc immédiatement quand ce sera dépilé de la file d'attente, c'est-à-dire sous une seconde. Donc, cet ID ne sert à rien. Mais en revanche, si vous utilisez un API workflow pour des rappels, ou pour des suppressions, voilà, une personne qui dit je veux être désinscrite de la liste, on se dit en fait on change le statut, et à ce moment-là on fait schedule API workflow dans 30 jours pour supprimer effectivement cette personne de la liste. Ça laisse 30 jours pour régler les problèmes, changer d'avis, etc. Et si on change d'avis, on a intérêt à stocker l'ID de cet API workflow qui est programmé pour dans 30 jours, on le stocke dans l'objet concerné, et comme ça, si on change d'avis, on utilise cet ID pour dire « Ok, je veux annuler ». Pour ça, c'est une action cancel schedule API workflow, et on peut réutiliser en fait un ID d'un workflow pour dire « Le workflow avec cet ID, je le retire de la file d'attente ». Donc voilà ce que ça veut dire, cette histoire de file d'attente, et voilà à quoi correspond
le result of step pour les schedules API Workflow, ça ne représentera pas le return data from API, qui est vraiment uniquement quand on appelle de l'extérieur via l'API. Bon, on passe au cas pratique. Le premier cas pratique dans lequel on va utiliser des API Workflow, c'est quand, depuis le front, on veut effectuer plusieurs actions en base. Vous avez une app qui gère des projets. Et un projet, c'est gros, en fait. Quand vous créez un projet, vous créez pas juste un projet. Vous créez toute une structure de dossiers, de sous-dossiers, de ceci, de cela. Voilà. Il y a pas mal d'apps qui sont structurées comme ça. On crée jamais un seul élément, mais on crée des satellites et autres. Et ben ça, on va pas le faire en front. On va pas se dire, depuis le front, j'ai première action create project, puis create template, puis create ceci, puis update cela. Non. On va, depuis le front, dire schedule API Workflow initialize project, éventuellement une première action dans le front, create project, et ensuite initialize project qui prend en compte ce projet. Comme ça, l'avantage, c'est que directement dans le front, comme l'action create project est en front, on récupère le projet, son ID, etc. Et éventuellement, on peut renvoyer automatiquement vers la page du projet, tout ça. Mais toutes les autres actions, dans ce workflow initialize project, on va les centraliser. Comme ça, on sait que dès qu'on crée un projet, peu importe où on est, on a juste ce workflow à faire tourner. Et non seulement c'est plus efficace parce que toutes les actions sont en back-end, dites-vous bien que si vous faites une première action create, puis une deuxième create, puis un update en front, c'est des allers-retours qui vont se passer entre le front et le back. Vous dites, est-ce que tu peux créer Bubble crée. Ok, c'est bon, c'est créé, voilà l'ID. D'accord, maintenant est-ce que tu peux créer cela? D'accord, je crée, allez, c'est bon, c'est créé, voilà l'ID. Et en fait, il y a un va-et-vient incessant entre Bubble et le front. Ce qui prend plus de temps et pas très efficace en termes de performance, en termes de workload unit, etc. En revanche, si vous mettez tout ça dans un schedule API Workflow, vous allez dire à Bubble, tiens, mets en file d'attente ce workflow, et Bubble dit OK, et ensuite tout le reste se passera dans le serveur, c'est beaucoup plus efficace. Ça sert à avoir une logique réutilisable quand on l'appelle depuis le front et uniquement depuis le front, sinon pour le reste, il vaut mieux avoir un custom event, et ça sert à faire une boucle. Alors maintenant, je vous ai parlé des boucles, je vous ai parlé des workflows récursifs, on va le faire pour de vrai. Donc, on va dire update tools status. Bon, en vrai, si on veut modifier le statut d'un certain nombre d'outils, on pourrait juste faire make changes to a list of things, on met la liste des outils, on met le statut, fin de l'histoire. Donc, quand on fait des fonctions récursives, c'est pour faire des choses un peu plus compliquées que ça. Mais là, c'est vraiment juste pour l'exemple, donc on va rester sur des choses assez simples. Donc, on a une liste d'outils. Donc, voilà, on a cette liste d'outils et on a le nouveau statut. Donc, on va avoir une action sur le premier outil, uniquement si ce premier outil existe. Et l'action, ce sera de changer le statut. Et ensuite, une deuxième action qui va être Schedule API Workflow, où on appelle à nouveau le même workflow, on fait tourner sur Tools items from number 2. Donc, c'est ce qu'on disait, il y a toujours bien cette itération, on passe à l'élément suivant. L'erreur pourrait être de se dire, on reprend juste la liste tools, ça va poser problème. Et pourquoi est-ce que je fais items from number 2 et pas remove first item? En fait, là, dans ce cas-là, ça ferait la même chose. Mais si j'avais une liste de texte, par exemple, quand je dis remove first item, ça va pas enlever juste le premier élément. Ça va enlever tous les éléments qui ont la même valeur que le premier élément. Et ça, c'est pas forcément le comportement qu'on veut. Donc,
C'est pour ça que pour ne pas me faire avoir dans les cas où ça pose problème, j'utilise toujours items from number 2. Comme ça, je sais que ça fait exactement ce que je veux. Le statut, c'est le même. Schedule date, on peut faire current date time ou current date time plus un certain nombre de secondes, si on veut, etc. Donc ça, c'est... On a bien l'itération, il va nous manquer la condition de fin, c'est-à-dire que si je fais ça, ça va tourner indéfiniment. Quand j'arrive au dernier élément, il va quand même le déclencher sur une liste vide, puisqu'on va dire, vas-y, prends-moi la liste à partir du deuxième élément, mais Bubble, si je lui dis pas qu'une liste vide, c'est pas valable, il va pas le savoir. Donc il faut bien que je lui dise tools item number 2 is not empty. Et là, à ce moment-là, j'ai bien ma condition de fin, je sais que ce workflow ne renverra jamais, ne finira jamais en boucle infinie. Et évidemment, il y a la dernière étape de l'initialisation, c'est-à-dire que depuis un autre workflow, je dois appeler ce workflow-là et lui donner en entrée la liste sur laquelle je voudrais faire tourner ça. Ça, c'est l'initialisation. Donc voilà comment on peut mettre en place une fonction récursive. Encore une fois, dans ce cas bien précis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on va justement voir un peu quelles sont les alternatives à cette méthode et quels sont leurs avantages et inconvénients. Donc là, on fait juste un custom event parce qu'on a besoin de quelque chose. Donc, on veut... donc, on va dire update tools status. Le custom event, il va reprendre la liste d'outils et tout ça, et on va mettre dedans toutes les méthodes possibles pour le faire. Tools et status. Donc la première méthode, initialisation, c'est d'utiliser... je vais un peu vite. C'est d'utiliser le workflow qu'on vient de créer sur la liste avec le statut. J'ai pas dit que c'était une liste. Et on le déclenche maintenant. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est se dire, on va créer un autre workflow, c'est pas update tools status, c'est update tool status. Et là, on prend un seul outil, c'est pas une liste, et on prend le statut. Là, donc tool is not empty. Dans ce cas-là, on modifie le tool et on modifie le statut. Et là, si je reprends mon custom event, je peux dire schedule API workflow analyst. Donc, on va faire tourner ça sur une liste d'outils. La liste d'outils, c'est celle que j'ai là. Et je prends update tool status. Je prends this tool, donc l'outil en cours dans l'itération sur la liste qui est en haut. Status, c'est toujours le même. Schedule date, maintenant. Et il y a un intervalle. Donc l'intervalle, je peux le laisser vide, ce qui fait que tout va se passer le plus vite possible. Ou alors, je peux dire, par exemple, je veux que ça tourne une fois toutes les secondes, parce que, en fait, je veux pas qu'il y ait des embouteillages dans mes workflows. On va revenir juste après sur à quel moment il y a des embouteillages et à quel moment ça pose problème. Et la dernière possibilité, c'est évidemment make changes to a list of things, c'est de se dire, on prend une liste d'outils, notre liste d'outils, et on va juste simplement changer le statut dedans. Donc ça, dans ce cas-là, si vraiment le besoin c'était de changer le statut, c'est le plus simple et le plus recommandé. Si on met à jour des records qui n'ont pas de lien entre eux, c'est-à-dire que nos modifications peuvent être faites dans n'importe quel ordre, et elles peuvent être faites en même temps, ça n'a pas d'importance. Et ben on fait comme ça, on met pas l'intervalle, et ça va le faire vite. En revanche, les workflows récursifs ont l'avantage de nous donner beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on va faire. Typiquement, si on se dit que
Donc, dans ma base de données, j'ai non, Tool Satellite. Ici, j'ai une liste de liens. Si je me dis que je veux faire un workflow pour créer des liens à partir d'une liste de texte et ensuite lister ces liens que j'ai créés dans mon satellite, je peux le faire avec un schedule on a list, mais en fait, le problème que je vais avoir, c'est que je vais avoir mon workflow qui dit dans le workflow, je crée, puis après, je mets à jour la liste. Et en fait, ça va poser un problème, parce que le schedule on a list, il va tout faire le plus vite possible. Et je vais créer le workflow, ce sera plus parlant. Create tool links. Tool link pour l'instant. OK. Donc, c'est sur un outil. Et c'est sur la base d'un texte. Donc là, on va créer un lien. On va dire, il n'y a même pas l'outil qui est référencé, mais on va dire ici l'URL, c'est le texte, et derrière, je mets à jour l'outil avec, donc plutôt le satellite de l'outil, avec le lien que je viens de créer. Paf. Donc ça, on se dit, j'ai un API workflow élémentaire, si je l'appelle une fois, enfin, si je le schedule on a list, ça va bien me l'appeler X fois, et à chaque fois, ça prend un texte, ça crée le lien à partir de ce texte, ça l'ajoute au satellite. Le problème, c'est que si on fait un schedule on a list, ce workflow-là, il va pas être traité l'un après l'autre, ça va être traité tout en même temps le plus rapidement possible. C'est Bubble qui fait ça pour optimiser les opérations. Le problème, ici, c'est que il va y avoir un problème sur cette instruction. Le links, add, etc., on a l'impression qu'on dit juste à Bubble, vas-y, ajoute-moi ça, et qu'en fait, même si on fait tout en même temps, ça va bien ajouter tous les éléments, sauf qu'en fait, ça se passe pas exactement comme ça au niveau de la base de données. Quand on donne cette instruction, on ne dit pas à Bubble, vas-y, ajoute l'élément dans la liste, on dit à Bubble, bah ok, voici la valeur de la liste maintenant, voilà la nouvelle valeur de la liste, et en fait, on vient d'interpréter la nouvelle valeur de la liste à partir de la liste telle qu'on la connaît, plus cet élément. Sauf que si cette instruction arrive 2 fois en même temps, vraiment en même temps, on va avoir 2 fois la même instruction. 2 fois, on repart de la même valeur de la liste, 2 fois, on ajoute un élément, pas le même dans les 2 cas, et 2 fois, on a une nouvelle valeur de liste, et en fait, dans les 2 valeurs de liste, à chaque fois, il manquera un élément. Si on crée un lien A et un lien B, on aura 2 valeurs différentes, la liste d'origine plus A, la liste d'origine plus B, et comme ça se passe en même temps, il y a une seule des 2 instructions, la dernière, qui va être gardée en mémoire. Donc concrètement, on ne va pas ajouter les liens A et B à la liste, on ne va ajouter que A ou que B. Et ça, c'est difficile à suivre et à visualiser, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le principe. Le deuxième problème, c'est que même si on se dit, ok, j'ai un workflow élémentaire qui ajoute qui crée les liens et qui les ajoute à la liste, si le problème c'est qu'il y a les embouteillages, je peux faire un schedule on a list, je mets un intervalle d'1 seconde, c'est largement suffisant, si j'ai un doute, je mets 5 secondes, et là, au moins, je sais que tout se passera pas en même temps, donc tous mes éléments seront ajoutés à la liste l'un après l'autre. Le problème, c'est qu'en fait, tous les liens créés, imaginons je crée 20 liens, tous les liens créés seront ajoutés un par un ici. En fait, c'est pas utile. Ce qu'on veut, c'est d'abord, on crée tous les liens, et ensuite, on ajoute tous les liens qu'on vient de créer. Ça, sur un schedule on a list, ce sera pas possible, parce que le schedule on a list, c'est comme un schedule, c'est-à-dire, c'est une boîte noire. On envoie des instructions de vas-y, lancer workflow, mais on ne peut pas récupérer de chaque workflow l'ID du lien qu'on vient de créer. Donc pour ça, la solution, ça va être de faire, encore une fois, un workflow récursif. Donc ici, on va changer, on va mettre des tools, donc une liste d'outils. Là, on va dire si
Non, c'est pas une liste d'outils. C'est une liste de textes. C'est plusieurs liens qu'on veut créer pour le même outil. Donc si text first item, donc si text first item is not empty, alors à ce moment-là, on va créer un nouveau lien. Et derrière, puisque c'est récursif, on va redéclencher le même workflow sur le même outil, text items from number 2, comme on l'a vu avant. Schedule date, current daytime. Et en fait, ce qui va nous manquer ici, c'est qu'on perd le lien, enfin le lien avec les liens, on perd les infos sur les liens qu'on a créés. Donc on va créer un nouveau paramètre ici dans notre API Workflow. C'est la liste des liens qu'on a déjà créés. Ce paramètre est optionnel parce que quand on initialise ce workflow, ça va être vide. On n'aura pas déjà créé de lien, donc il va nous renvoyer une erreur, c'est vide. Donc il faut bien que ce soit optionnel ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va, dans la liste des liens, faire un peu la manœuvre inverse des textes. C'est-à-dire que la liste des textes se vide au fur et à mesure que la liste des liens se remplit. Ici, on n'oublie pas notre condition d'arrêt. Et cette fois, je vais vous expliquer après, on ne met pas que la condition est que le deuxième élément... non, super zéro. La condition, c'est pas que le deuxième élément est non vide, mais que le premier élément est non vide. Je vais expliquer juste après pourquoi. Et là, on a une dernière action qui est en fait le contraire de celle-là. Hop, je vais mettre les mêmes conditions, ce sera plus lisible. C'est si on n'a plus de texte, alors à ce moment-là, on va ajouter non pas juste un lien, mais on va ajouter tous les liens qu'on a créés depuis le début. Et concrètement, comment ça marche? Ça veut dire que si on a 10 liens à créer, le workflow va tourner 11 fois. La première fois, ça va créer un lien. Et on va dire, OK, on passe à la suite. Et ça tournera jamais. La 10e fois, on arrive au dernier lien. Et on dit, ce lien-là n'était pas vide, donc je veux faire tourner encore une fois mon workflow. Sauf que ici, on arrive en fait avec la 11e itération. Le tool, il ne change pas, c'est toujours le même. Mais les textes sont vides. On a une liste vide, et la liste des liens créés, maintenant, il y a 10 liens qui ont été créés correspondant à nos 10 textes. Et à ce moment-là, donc les 2 premières actions ne vont pas tourner. On va dire, non, on n'a plus de texte à se mettre sous la main. Donc, on ne crée pas de lien. On ne déclenche pas notre workflow. En revanche, ce qu'on va faire, c'est que on prend notre outil, qu'on garde au chaud depuis tout à l'heure, et on va ajouter la liste des liens complète de ce qu'on a créé. Et ça, c'est de loin beaucoup plus pratique. Il n'y a pas de risque d'embouteillage, parce qu'on ne modifie cette liste qu'une seule fois, et on ne fait cette modification qu'une seule fois. Donc il y a une seule modification en base de données de notre satellite, au lieu d'en avoir 10, une par lien. Et ça, ça peut aussi donc, maîtriser ces concepts et se dire que les paramètres des fonctions récursives ne sont pas uniquement des paramètres en entrée, mais peuvent aussi être des paramètres en sortie, qu'on alimente au fur et à mesure. Ça ouvre aussi beaucoup de possibilités dans l'utilisation de vos workflows. Donc c'était le dernier cas d'usage sur les API Workflow. On y a déjà passé pas mal de temps, donc je vais pas m'étendre sur le dernier exemple, mais sachez que cette récursivité, on peut la faire à plusieurs niveaux. On peut se dire, plutôt que de parcourir une liste comme ça, où je parcours des M&M's, en fait, je parcours un damier, et j'ai une première fonction récursive où je vais dire « je veux explorer les colonnes », et une deuxième fonctionnalité récursive où on se dit « je veux explorer les lignes ». Et en fait, on commence à la première colonne, et on déclenche le workflow qui explore les lignes, en disant « ok, on est dans la colonne, voilà la liste des lignes, tu peux aller parcourir toutes les lignes ». Quand on arrive à la dernière ligne, on appelle à nouveau le workflow qui explore les colonnes, et on va dire
Maintenant, on passe à la deuxième ligne, à la deuxième colonne, voilà la liste des lignes dans cette colonne, et ainsi de suite. Donc c'est pas un workflow qui s'appelle lui-même, ce sont 2 workflows, voire même plus si on a des listes plus complexes, qui vont s'appeler l'un et l'autre pour aller parcourir des choses un peu plus complexes qu'une simple liste linéaire. Pour conclure sur ces API workflow, c'est que c'est évidemment le gros morceau de Bubble. Ça mériterait presque d'être 2 types de workflows différents. Les workflows asynchrones et les effectivement API workflows synchrones qu'on appelle depuis l'extérieur. Bon, toujours est-il que, bon, il y a des avantages aussi à le faire comme ça, mais voilà, il y a un mélange des genres un peu complexe à appréhender au début. C'est un outil essentiel. Vous allez l'utiliser beaucoup. Si vous ne l'utilisez pas beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est vraiment un outil très important, une énorme versatilité. Mais n'oubliez pas pour autant, évidemment, les custom events qui sont un outil très très sous-estimé.